Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo news avec l'ami Ker. Salut à toi mon bon Ker. Salut à toi mon bon Greg et salut à tous qui nous regardez. Donc une vidéo comme tu as dit sur les news fraîches du ciné et des séries. Tout à fait, vraiment une news, une vidéo news presque de qualité comme d'habitude, donc n'hésitez pas à être vraiment compréhensif. Et on va attaquer les news, car vous a préparé plein de news, je vous en ai parlé un peu moins, mais tout aussi intéressantes, j'espère, on verra. Et j'ai envie de dire, mon cher Ker, commence. Puisque j'ai envie de dire c'est reparti le cinéma, mes deux premières news ça va être là-dessus, la réouverture des ciné, mais avant la réouverture des ciné, c'est ce que vous êtes plusieurs milliards de personnes à nous demander dans les commentaires, c'est le point pognon, et on peut le refaire car il y a quelques salles ouvertes au cinéma aux États-Unis, et on va donc faire un point. Alors d'abord avec le dernier gros film sorti aux US, c'est Spiral. Quand on le dit correctement, qui est le 9e opus, figurez-vous, de Saw. Il y a eu Saw 1, il y a eu Saw 2, et le préféré, celui que beaucoup estimaient sentir des pieds, c'était bien évidemment Saw 7. Spiral est sorti, et Spiral a fait un début de carrière aux US qui n'est pas terrible. J'ai envie de dire qu'il tourne un peu en rond ce Spiral, avec 8,7 millions de dollars de recettes. Elle est pas terrible cette blague, c'est moins que les spécialistes donnaient à Spiral avant sa sortie. Vous allez me dire c'est pas fou cette news, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, et du coup on va faire un point sur le cinéma mondial et le cinéma américain en 2021, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes, notamment pour vous dire que Godzilla vs Kong, qui est un film qui raconte l'opposition amicale entre Godzilla et King Kong, est le plus gros succès américain, et je précise bien parce que c'est super important, plus gros succès américain depuis le début de la pandémie. Il a battu Tenet, le film de Nolan. Tenet, c'est l'histoire d'un mec qui fait des réglages, et au début il est flou et après il est net, et donc voilà. Cette blague aussi, elle est pas terrible. Et donc Godzilla, c'est 427 millions de dollars au box-office, mais figurez-vous qu'il n'est que 3e, car depuis 2020, les rois du box-office mondial, ce sont les Chinois. Il y a un film qui s'appelle I, Mom, donc en français Coucou Maman, qui a quand même récolté 822 millions de dollars au box-office mondial, en sachant qu'il a fait 822 millions de dollars en Chine. Donc majoritairement, on peut le dire, il a bien marché en Chine. Et il y a un autre film chinois, Détective Chinatown 3, qui est visiblement la suite des deux premiers, qui a fait 686 millions de dollars. Donc pour l'instant, les deux plus gros succès de l'année sont des films chinois. Est-ce que, avec la réouverture des salles à travers le monde, Hollywood va reprendre sa première place? Ça n'est pas dit, puisque je pense que si, mais on va voir ce qu'il y a sur la fin de l'année. Je pense que Fast and Furious, le prochain, arrivera à le faire, surtout que la dernière bande-annonce nous montre à quel point le film a l'air débile, donc à mon avis il va cartonner. Mais là, si on fait le point, Godzilla 400 millions, mais il y a quand même des gros échecs derrière. Par exemple, Raya and the Last Dragon, c'est 100 millions seulement, donc voilà. C'est pas folichon. Et Mortal Kombat, dont vous pouvez retrouver l'excellente critique sur notre chaîne, a fait 76 millions de dollars pour l'instant au moment où je vous parle, dont un peu plus de la moitié aux US. C'est pas folichon, certains diront, comme le film. Donc voilà, donc je fais un peu il y a Tom et Jerry, c'est pas trop mal, Tom et Jerry, et très bon démarrage, il faut le noter, dans le contexte actuel, pour Demon Slayer, le film qui aux US, mais je parle, et Demon Slayer, le film qui, rappelons-le, est le plus gros succès de l'histoire du cinéma japonais. À toi, mon cher Greg, j'en ai terminé avec le point pognon. Quelle est ta première news? Alors ma première news, et je te le dis tout de suite, Oupi, ne cherche même pas une image, tu ne pourras pas. Tu poses les mains sur la table, tu apprécies la news comme tout le monde, tu te sirotes une petite pina colada, parce qu'attention, on va parler des séries annulées.
Alors, les séries annulées. Alors, il y a beaucoup de séries qui ont été annulées ces derniers jours. Et du coup, on va juste récapituler celles que j'ai retenues parmi toutes celles qui ont été annulées. Donc, s'il y en a quelques-unes qui manquent, c'est normal, c'est qu'il y en avait déjà beaucoup. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a sur ABC, il y a Mix-ish qui a été annulé. CW, ils ont pas trop annulé. Ils ont fait Black Lightning, qui aura qu'une saison 4. Et Supergirl, saison 6. Ensuite, NBC qui nous annule Brooklyn Nine-Nine. Ça, je sais que ça a fendu le petit cœur. Si il en a un de cœur. Et ensuite, on a CBS qui a donc annulé All Rise, MacGyver, qui a tenu 5 saisons de MacGyver, quand même, paix à son âme. Mom, NCIS, Nouvelle-Orléans, au bout de 7 saisons, et ouais, quand même. Alors, même les spin-offs tiennent 7 saisons, c'est chez CBS, c'est un truc de ouf. La Twilight Zone et The Unicorn, aussi annulées, toutes les deux en saison 2. Du côté de Netflix, La Révolution, c'est fini, n'aura eu qu'une saison. Last Kingdom a été annulé à 5e saison. Et les irréguliers de Baker Street, annulés fin de première saison. Alors, je sais pas vous, mais les irréguliers de Baker Street, Netflix fait tout pour que je regarde cette série. Dès que je termine une série, ils me mettent ça. Quand je connecte à Netflix, ils me mettent ça. Les irréguliers de Baker Street, j'ai l'impression qu'ils ont tout donné pour essayer de me la faire mater. Pardon ? Et ils l'annulent derrière. Et ouais, ils se sont dit, même si lui, il en veut pas, c'est qu'on arrête. Prime, de son côté, a annulé Truth Seeker et American Gods, pendant que Disney+... Attends. American Gods Truth Seeker, ça a été annulé ? Et Truth Seeker, à la fin d'une saison, c'est fini. Oh. Et on en va, et on en vient à... attends, j'ai un truc à préciser quand même. Sur American Gods, la série a été annulée, mais le créateur Fuller a dit que parce que la série s'est terminée sur plein de cliffhangers, et ils ont dit qu'ils allaient trouver une solution. Ça parle de terminer avec soit téléfilm, soit de trouver un point de chute pour faire une dernière saison ailleurs. Il nous fait un comics, c'est très bien. Du coup Disney. Alors Disney, c'est très simple. L'étoffe des héros annulé et Rebelle annulé. Voilà. On parlera après les news de Kerr des séries qui ont été renouvelées et pas des nouvelles séries. Attention. C'est à toi, mon cher Kerr, pour ta prochaine news. Eh ben moi, je vais vous parler de la réouverture des cinémas parce qu'on y est. Roulement de tambour. D'ailleurs, quand la vidéo sort, ça doit déjà être le cas. Le 19 mai 2021. Alors qu'on nous avait dit qu'en 2021, tout allait rouler jeunesse, et le cinéma allait repartir comme en 40. Eh ben non. Il aura donc fallu attendre le 19 mai pour que les salles obscures rouvrent, si tout va bien. Et figurez-vous que il y a, on le disait, certains avaient du mal à le croire, et pourtant c'était vrai, il y a vraiment beaucoup trop de films à sortir pour la réouverture. Il y a vraiment un bouchon, ce qui explique un petit peu pourquoi la Warner, par exemple, a sorti directement certains films en VOD et n'a pas attendu la réouverture qui arrivait, par exemple Godzilla vs Kong ou Mortal Kombat. Parce que là, concrètement, selon certaines de plusieurs sources que j'ai vérifiées, il y a plus de 450 films qui sont prêts à sortir. C'est-à-dire, si on dit demain, tu sors, boum, le film, il sort. Enfin, c'est un truc de ouf. 450. Alors il y a sûrement plein de nanars dedans, hein, il faut pas non plus s'emballer. Mais alors je vais vous dire globalement ce qui ressort le 19 mai parce que voilà, vous avez envie de vous faire un ciné, vous êtes content. Alors vous ne pourrez pas manger de popcorn, ni boire de boisson, ni manger une glace, ni même faire un barbecue. Il y a pas de popcorn. Non, rien. Là les confiseries c'est niette. Tu manges pas de popcorn. Il y a des fois j'allais voir des nanars juste pour manger le popcorn sucré quoi. D'avoir mon petit menu. Bah oui. Popcorn sucré, Coca zéro. Un petit côté, je me laisse aller, mais pas trop. Oui, mais non. Alors, les films qui sortent. Adieu les... Alors, il y a un truc qui est quand même très important de dire, c'est qu'il y a des films qui étaient sortis en octobre qui ressortent là maintenant, mais certains sont sortis déjà en VOD. Adieu les cons, le film de Albert Dupontel avec Virginie Efira qui a triomphé au César ressort. Si vous l'avez pas vu, vous pourrez le revoir au ciné. Il y a le film ADN, le nouveau film de Maïwenn qui avait fait notamment le film Police qui était très bien. Il y a Mandibule qui est en affiche à Paris depuis 1 an. ADN. Ouais. Il y a Mandibule, le film de Quentin Dupieux avec
Adèle Exarchopoulos et puis les deux mecs ils avaient fait un film sur la Seconde Guerre mondiale qui était très drôle et ils sont très connus de la télé, mais alors je connais plus leur nom, de leur duo là. Mais vous connaîtrez. C'est David Marzé et Grégoire Ludig. Je ne sais pas le nom de leur duo de comiques, enfin leur groupe de comiques. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai pris le métro à côté de l'un d'eux. Voilà, ça va vous aider. Drunk, le film de Thomas Wittenberg. Ouais, qui a fait beaucoup de bruit, Drunk, avec Mads Mikkelsen, et de nouveau au cinéma. Puisqu'on parle de Mads Mikkelsen, on va passer à un autre acteur extrêmement de qualité comme Mads, c'est Viggo Mortensen avec son film Falling, qui sort le 19 mai. Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini, sort le 19 mai. Tom et Jerry, le film d'animation de la Warner, avec Chloé Moretz, qui était dans Kick-Ass, sort donc également le 19 mai. Ça sert à rien que je précise le 19 mai puisque je vous fais la liste des films du 19 mai, bien sûr. 30 jours max de Tarek Boudali, avec Tarek Boudali, Philippe Lachaud, c'est la bande de Babysitting, qui était déjà sorti en octobre, qui sort. Alors moi je l'ai vu, c'est un de tous les films de cette bande que je n'aime pas trop, je dois reconnaître. C'est celui qui m'a vraiment le plus fait rire. J'avais même un peu honte de rire autant devant ce film. Voilà, il y a un film avec François Cluzet qui s'appelle Poli. C'est sur un mec qui globalement dans la vie est super poli. Et il y a Julie Gaillet également avec lui. Il y a un film d'animation Petit Vampire, un film avec Emmanuel Béard qui s'appelle L'étreinte. Donc si vous avez envie de voir Emmanuel Béard, il faudra aller voir L'étreinte, voilà. Un film sur Michel-Ange, biopic sur Michel-Ange. Alors, de ce que j'ai compris, Michel-Ange ne joue pas son propre rôle dans le film. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a plein de trucs, hein. Un film sur Calamity, Le Dernier Voyage. Alors c'est quoi ça ? J'ai noté mais je ne sais plus. C'est un film futuriste français de Romain Quiraud. Donc si vous voulez, il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout, plein de films qui sortent donc c'est dingue d'ailleurs. La liste est assez folle. Est-ce qu'il y en a des trucs vraiment intéressants que j'ai envie de vous reciter ? Oui, non, ça sort plus tard ça. Donc voilà, il y a plein de trucs. Les films redébarquent donc au cinéma. La question c'est, et c'est la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que le public va répondre présent pour la réouverture des salles, et est-ce que toi dans les films là qu'ils annoncent, t'as envie d'y aller ? Est-ce que tu vas ressauter sur le cinéma ? Des Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, forcément, parce que j'ai adoré la saison 1 et j'ai lu tout le manga. Donc ça va être à voir. Et puis après, je vais un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a au cinéma IMAX, qu'est-ce qu'il y a dans les UGC. Je vais me faire plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux aller au ciné. Je passerai pas une semaine de plus sans ciné, c'est dit. Par contre, tu m'as vraiment envoyé une flèche au cœur avec cette histoire de popcorn. Vraiment, je suis hyper déçu. La question, c'est est-ce que si ils nous laissent ramener notre nourriture ? Non, t'as pas le droit de manger en salle. Ah, mais c'est pas possible. On peut pas ramener un méchoui ou un truc. Protocole sanitaire. Et les fenêtres doivent être ouvertes toutes les 10 minutes. Au cinéma, c'est compliqué. Pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Bon, ok. Du coup, on en était où ? Alors, tu me demandes même pas. Donc moi, je te pose la question de oui, est-ce que tu veux tourner au cinéma ? Et mais moi, non, parce que je connais ta réponse. C'est quoi ? C'est que tu as perdu l'habitude d'aller au cinéma, c'est trop loin, et que du coup, t'attends que tout soit sur des plateformes de streaming. N'importe. La fin, c'est non. Mais là, il y a pas de film qui me donne envie. Donc voilà, j'ai pas. À vous de juger. Maintenant. À vous de juger si j'étais loin ou pas. Sur la fin, tu t'es planté. Il y a un film que j'ai... Ouais, mais je crois qu'il a été repoussé en plus. Ou avancé, je ne sais plus. Le 9 juin, quand même, il y a Conjuring 3, apparemment. Si vous voulez vous faire peur. Et puis, il y a également ce jour-là, surtout, le film de Chloé Zhao, Nomadland, qui a tout remporté, notamment les Oscars. Et il a triomphé aussi aux Golden Globes. Et les Golden Globes, on va en parler un peu après dans la vidéo. À toi, mon cher Greg, c'est quoi ta prochaine news ? Ma prochaine news, c'est du coup tout ce qui est renouvelé. Et alors là, mon cher Oupi, attention.
Il va falloir que tu fasses craquer tes doigts. Et le but du jeu, c'est si tu nous mets une image sur 3 séries. Je vous laisse juge de savoir s'il va réussir ça. Ouais. C'est en feuille 15. La pression. Et en ligne 47 de notre document de travail jusqu'à, et là tu vas comprendre qu'il y a peut-être une douille quelque part, 169. Donc, eh bien c'est parti, attention, on est parti. Je commence par mes favoris de cœur. Je parle évidemment de la CW. Alors, encore une fois, j'ai supprimé des séries dont je connaissais même pas l'existence. Et donc, déjà là, je vais en dire beaucoup. Ça va être les séries donc, qui sont renouvelées. Chez CW, il y a All American, Batwoman, Charmed, Dynasty, In the Dark, Kung Fu, Legacy, Legends of Tomorrow, qui pourtant avait perdu son scénariste avant son pilote et qui a sa saison 7. Il y a Nancy Drew, Riverdale. Les acteurs sont obligés de faire énormément de travail sur leurs abdos pour continuer à être dans la série, et pourtant Riverdale est continué. Est-ce un bien pour eux ou un mal? C'est une torture physique, à vous de juger. Roswell, New Mexico, et Wicker, c'est 1990 is back. Stargirl est continué, renouvelé pour une saison 3. Superman et Lois, saison 2, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. The Flash est renouvelé pour une saison 8, ce qui est incroyable. Et il y a donc Walker qui est évidemment continué pour une saison 2. Du côté de la Fox... Tu sais que c'est Walker Texas Ranger, hein, Walker. Je sais bien. C'est donc 2000 Revival. Du côté de la Fox, c'est Bob's Burger saison 12 et 13 qui sont déjà annoncés. Cole Mickett, Duncanville, Les Griffins, saison 20 et 21. Fox, c'est la force tranquille. Ils renouvellent. Si t'es pas une série qui a 20 saisons, ils sont pas sûrs de toi. C'est vraiment, c'est l'amour longue durée, tu vois. CW, c'est simple. Du moment que tu as réussi à être sur la CW, tu ne seras jamais annulé. C'est vraiment, il faut vraiment que tu aies fait une connerie, que tu aies chié sur la table, parce que sinon, normalement, CW, c'est gagné. Le truc, c'est que la Fox, les Simpsons, saison 33 et 34, déjà renouvelés. Il n'y a pas de problème avec eux. Et The Great North saison 2 qui me fait un peu mentir. Du côté de NBC, alors NBC, pour ceux qui connaissent pas NBC, c'est Chicago Fire, Chicago MD, Chicago Fire Police Department, Chicago Accountability Department, Chicago, attention, t'as les impôts à payer en mois de mai et juin. C'est vraiment NBC, ils sont à fond sur Chicago. Il y a ensuite la série Blacklist qui a été aussi confirmée. Il y a Kenan, Law and Order, Organized Crime, donc c'est celle qui est seulement en saison 2. New York, Unité Spéciale, c'est pareil, saison 23 et 24. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui n'étaient pas nés avant de devenir figurants sur la série, ce qui est quand même incroyable. Et enfin, je vous laisse réfléchir à ce point. Il y a évidemment This Is Us qui est renouvelé, mais pour une saison 6, et ils ont annoncé que ce serait la dernière. Il y a Transplant et Young Rock qui ont également été renouvelés. Et oui, de toute manière, The Rock, il n'est jamais annulé pour rien. Parce que tout simplement, si tu l'annules, c'est The Rock qui annule ta chaîne. Donc tu as intérêt à continuer vraiment à le soutenir. Du côté de Netflix, les chroniques de Bridgerton, eh bien, ça va aller plus vite. Sont continués. Alors, Netflix n'a pas tout annoncé, donc il n'y en a pas beaucoup. Elite, qui est aussi renouvelé. On My Block, Snowpiercer, Love, Death and Robot pour la saison 3. Ça, je sais que ça fera plaisir à plein de gens. Gina et Georgia et Dota Dragon Blood, la série dont personne ne sait pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Eh bien, elle est là et elle est présente. Du côté de Prime... Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a une série League of Legends aussi sur Netflix. Ah bon? Donc t'as une série League of Legends et une série Dota. En animé? Tu comprends pas avec les reportages? Non, je crois pas, non. Bah, tu me surprends. Du côté de Amazon Prime, Animal Kingdom a été renouvelé pour une saison 6, mais ils ont déjà annoncé que ce serait la dernière. Du côté de HBO, les fans favorites, Search Party, les Gremlins, les Secrets of the Mogwai et Warrior ont toutes les trois été renouvelés. Et du côté de Disney+, alors Disney+, attention, je vais vous dire que pour l'instant, il n'y a que Big Sky qui a été renouvelé pour une saison 2. Et il y en a plein qui vont dire « Ah, mais attends, Mandalorian et tout. » Hop.
toutes les séries Star Wars, il y a plein d'informations et souvenez-vous que le Mandalorian machin, c'est The Book of et c'est pas Mandalorian saison 3. Donc, attends, là, ils l'ont officialisé, hein, Mandalorian saison 3. Hein. Bah, elle est pas pour cette saison. Mandalorian saison 3. Pour l'instant, ils ont pas tout dit, mais pour l'instant, elle n'est pas officialisée pour cette saison télé. Tu parles de quoi, de saison, c'est-à-dire de la rentrée? Ouais, de rentrée, de les rentrées télé qui sont donc de oui, septembre. Oui, mais Mandalorian, c'est en février 2022. Est-ce que j'oublie des gens? J'oublie CBS, j'ai l'impression, avec Blue Blood, Bull, Bob Hart, FBI, FBI Most Wanted, Magnum, NCIS Enquête Spéciale, NCIS Los Angeles. NCIS Enquête Spéciale, je pensais que cette série était plus vieille que moi, et non, elle n'a que 19 saisons. Comme quoi. SWAT est renouvelé, Equalizer, Neighborhood, United States of Al et évidemment la série préférée de Kerr, Young Sheldon, qui a été renouvelée pour une saison 5, 6 et 7. Donc il mise. Mais c'est pas mal, hein, Young Sheldon. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Chacun a sa subjectivité. Tout le monde a le droit d'aimer. Il y a une petite histoire avec Warrior, si tu permets que je la raconte. C'est que Warrior était sur un network. Qui est Cinemax, qui est donc le network qui faisait Banshee. Et en fait, avec le rachat enfin pas le rachat, je dis une bêtise, mais avec le passage de la création d'HBO Max, et ben du côté de Cinemax, ils ont dit on arrête nos productions. Et toutes les productions qu'on a seront annulées. Et en fait, la saison 2 de Warrior a tellement plu que la Warner très logiquement a dit on la récupère la série et on la met sur HBO Max, comme ça a été le cas pour Doom Patrol, pour Titans, etc. Voilà. Alors moi je voudrais juste faire un petit point final sur ces séries renouvelées et annulées. Pendant que je parlais des séries annulées, j'ai dit à Oupi, détends-toi, prends une pina colada. Sur les séries renouvelées, il était censé nous en mettre 1 sur 3 et je pense que la pina colada a frappé trop fort parce que j'en ai vu moins d'1 sur 10. Oupi nous dit qu'il en a mis 3 et franchement aussi. Je pense que c'est parce que tu ne vois les pina coladas des séries annulées ont frappé trop fort. Mais bref, on n'est pas là pour se juger, on est une équipe, on est là pour tous avancer, mouiller le maillot tous ensemble. Et du coup, de lui, jetez pas la pierre dans les commentaires. Ou si vous le faites, sachez que ça sert au référencement de la chaîne, mais je ne vous le déconseille de le faire. Je vous déconseille de le faire. Du coup, c'est à toi, mon cher Kerr, pour ta news suivante. Alors je commence donc par la news sur les Golden Globes qui sont dans l'œil du cyclone. La cérémonie est plus que menacée, c'est plus que légitime si on lit les différents articles qui abordent le sujet, puisque alors il y a eu une bombe, c'est le 10 mai, NBC a annoncé qu'il ne diffuserait pas la cérémonie 2022 des Golden Globes. On rappelle, les Golden Globes c'est la deuxième plus grosse cérémonie américaine pour le cinéma et les séries. Alors la première pour les séries c'est les Emmy, la première pour le cinéma c'est les Oscars, et les Golden Globes c'est les deux en fait, c'est un peu de série, un peu de ciné, ce qui rend la série populaire, et puis comme les Oscars c'est très mainstream et tout, les Golden Globes restaient un peu plus confidentiels mais très appréciés. Alors il y a un truc avant de déballer tout ce qu'il faut savoir sur la polémique autour des Golden Globes, et c'est une polémique qui a l'air sacrément justifiée si on lit les différents articles, c'est qu'est-ce que c'est que les Golden Globes? Les Golden Globes c'est dirigé par une association, l'Hollywood Foreign Press Association. Ce sont des journalistes et des critiques qui, dans les années 40, ont décidé de s'associer pour peser à Hollywood en donnant différents prix, et ça a pris de l'ampleur. La cérémonie était très vue aux États-Unis, c'était un rendez-vous à ne pas rater, et là, comme au niveau des audiences, ça s'écroule un petit peu, on laisse davantage les polémiques exploser, et il y a de quoi faire. Alors, dans les trucs qu'on reproche, donc si vous lisez Hollywood Reporter, Variety et compagnie, ce qu'on reproche bien évidemment à cette association, c'est qu'aujourd'hui les 90 membres sont tous des hommes blancs, et qu'il n'y a eu aucune ouverture sur des personnes de couleur, sur des femmes, etc., etc.
et qui a eu notamment des choses qui ont été pointées du doigt. Par exemple, on leur a reproché d'avoir saqué certains films réalisés par des Asiatiques, réalisés par des personnes noires, réalisés par des femmes, etc., etc. Alors vous allez me dire, il y a des films, par exemple cette année, Nomadland s'est imposé. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a quelques exceptions que cela n'est pas vrai. Et aussi un autre élément qui est pointé du doigt par plusieurs articles, et notamment il y en a un très intéressant, il me semble que c'est du Los Angeles Times, c'est le fait de recevoir pour les membres de cette association beaucoup de cadeaux, beaucoup d'avantages, des voyages, notamment quand ils sont allés visiter le tournage de Emily in Paris, la série Netflix. Ils auraient été logés pendant plusieurs jours, par une trentaine, dans un somptueux palace parisien. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui intriguent. Alors il faut savoir que vraiment, comme les Oscars, qui cette année ont réalisé la pire audience de toute l'histoire des Oscars, plus les Golden Globes qui sont un peu comme ça, on est à deux doigts, je pense, de revoir complètement le fonctionnement de ces grandes cérémonies. Elles ne devraient pas disparaître, c'est pas ce que je dis, mais par contre, la manière dont ils sont construits devrait être modifiée, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamental et qui est un énorme problème, c'est qu'en fait, pour être élu le meilleur film de l'année, il faut pas être le meilleur film de l'année. Il faut être le film de l'année qui a fait la plus grande campagne, qui a donné le plus de cadeaux, qui a fait le plus de galas, le plus de réceptions, nanani naner. Si vous voulez un exemple, il suffit de lire tout ce qu'a dit Jean Dujardin sur la campagne qu'il a fait pour The Artist. Ça lui a pris genre 6 mois. 6 mois de vas-y que je te serre des mains, etc., etc. Un film, si c'est le meilleur, le jury va le voir, les gens qui votent le voient. Et puis c'est tout. Pour les Oscars et pour les Golden Globes, alors je sais plus, je crois que c'est pour l'Oscar du meilleur film d'animation, il y a un truc qui m'a fait halluciner. Les gens qui votent ne sont pas obligés d'avoir vu les films pour qu'ils votent. Et Golden Globes, c'est pareil. Enfin, il y a des aberrations comme ça dans ces cérémonies qui fait que c'est un grand temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de revoir tout ça. Mais il n'y a pas que ça avec les Golden Globes qui fait que ça a complètement craqué en mai. Il y a l'ancien président donc qui s'appelle Philippe Berck, qui a été accusé il y a quelques années par l'acteur Brendan Fraser, qui était le héros de La Momie, qui l'a accusé d'agression sexuelle en 2003. Et ben ce monsieur a qualifié le Black Lives Matter de mouvement de haine. Du coup, ça a eu pas mal de conséquences en off. Par exemple, puisque on a appris que Netflix, Amazon et la Warner, qui sont quand même des mastodontes qui sont largement récompensés par les Golden Globes, eh ben ils ne voulaient pas être présents au prochain Golden Globes. Alors apparemment Philippe Berck est parti depuis, mais il y a eu des stars qui ont pris la parole, notamment le premier, celui qui a fait le plus de bruit, c'est la première qui a vraiment gueulé, c'est Scarlett Johansson. Scarlett Johansson a appelé au boycott des Golden Globes et elle a soulevé un point que il n'y avait pas eu de soulevé jusqu'à présent, ou en tout cas ce qui n'avait pas fait assez écho, c'est que Scarlett Johansson a dit que les journalistes de cette association, lorsqu'ils interviewaient les stars, posaient très souvent des questions qui étaient à la limite du harcèlement sexuel. Donc what the fuck. Et l'autre star qui lui a fait un geste très hautement symbolique, c'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise qui a décidé de rendre purement et simplement les 3 Golden Globes qu'il a gagnés. Donc il en a gagné un pour Né un 4 juillet, si je dis pas de bêtises, Magnolia, puis l'autre dernier je l'ai plus. Je me demande si c'est pas Collatéral. Non, Magnolia c'est en 2000. Donc 97, il a gagné un prix en 97, je ne sais plus pour quel film. En tout cas, Tom Cruise, a rendu ses 3 Golden Globes. Les Golden Globes sont vraiment dans la tourmente. Et moi, ça, avec tout ce qu'on peut lire, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, à toi. Du coup, on va enchaîner avec une succession de petites news. Alors, très rapidement, pour ceux qui n'avaient pas vu cette news, eh bien, il y a Netflix qui a racheté les droits de la suite de Knife Out, à couteau tiré en français, qui est un film d'un réalisateur qui nous tient particulièrement à cœur. Je parle évidemment de Rian Johnson, un peu le colloque de rêve pour ceux qui se souviennent de ça. Et en fait, Rian Johnson, donc, va faire 2 nouveaux Knives Out. Dans les acteurs
qui sont déjà un peu annoncés. Rien n'est complètement officiel, mais il y a Daniel Craig, Janelle Monáe, Dave Bautista, Edward Norton et Catherine Hahn, que vous avez pu voir en antagoniste dans WandaVision. Il y a une petite news qui va avec ça. En fait, c'est le montant de ce financement pour les 2 prochains Knives Out. Il parle de 469 millions de dollars qui ont été mis sur la table par Netflix pour avoir les suites. Et alors là, on se dit, mais le premier couteau tiré a dû être un succès intersidéral sur Netflix. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, mais de là à penser que ça allait être un budget à plus de 230 millions le film, c'est un peu la surprise. Mais écoutez, pourquoi pas, mais c'est vraiment, pour moi, ça reste la surprise. Alors, et une news, en fait, peut en cacher une autre. Eh bien, en fait, pendant qu'il parlait de ça dans je ne sais plus quelle grande conférence, débat qu'il y avait c'était sur THR. Il y avait donc plusieurs femmes de l'industrie assez importantes parler, et à ce moment-là, eh bien, la chef des studios de création de Amazon, qui s'appelle Jennifer Salk, a et du coup été interrogée en disant, mais du coup Netflix a mis un très gros budget, vous avez mis un budget encore plus grand sur le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire de ce milliard de dollars mis sur la table? Et en fait, elle a annoncé que c'était surtout pour le développement de l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'articles, de vidéos, mais en soi, elle a juste dit ça. Voilà. Donc, l'argent sert beaucoup pour développer le lore autour de la série, pour la série. Démerdez-vous. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire de plus que ça, mais visiblement, ça a généré beaucoup de dossiers. Mais la citation exacte, c'est juste que ça sert à développer et à rendre plus costaud le lore de la série. Et je peux rajouter un truc sur le Seigneur des Anneaux ? Et ben en fait, il y a aussi un autre problème, c'est que au niveau du budget, je pense qu'il y a énormément de fantasmes, et tu as parfaitement résumé le truc, mais on l'avait déjà dit sur notre vidéo sur le Seigneur des Anneaux, sur le budget qui est annoncé, c'est toi tu parlais notamment des décors, tu vois, des costumes et tout va être financé sur on va dire la première saison, mais ça va être utilisé sur la suite. Mais il y a aussi une déclaration qui a été prise vraiment pour argent comptant d'un ministre néo-zélandais, parce que comme on sait que la série est tournée là-bas, le ministre lui a dit, bah écoute, la première saison, je crois, je sais plus c'est combien le montant qu'il a dit, 400 millions je crois, ou 450, pour la première saison, c'est du jamais vu. Mais non en fait, ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est pas du tout que sur la première saison, on est loin de ce budget-là pour la première saison du Seigneur des Anneaux. On est loin de quel budget, du coup, ce que tu disais, mon cher K? De 1 milliard? De ce que disait le ministre néo-zélandais, à 400 millions et des boîtes. Ça c'est pour plusieurs saisons, en fait. C'est de l'argent qui va être utilisé aussi pour la suite. Ouais, tout à fait. C'est une partie de ça sert en fait à la pré-production et a été débloquée. Et d'ailleurs, ce montant a été confirmé par des gens qui travaillent sur la série, qui auraient été déjà en fait engagés, les 460 et des bananes millions, qui auraient déjà été engagés par Amazon. Ensuite, il y a une petite news que je trouve marrante, parce qu'il y a vraiment une information que j'avais complètement pas vu, qui est que il a été annoncé que Michael Keaton participerait et reprendrait le rôle du Batman dans le futur film du Flash. Tu te souviens de cette news, mon cher Kerr, ou pas? Ah oui, bien sûr. Et moi je l'ai complètement bloqué, et en fait pourquoi est-ce que je m'en souviens? C'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que Michael Keaton, quand on lui a interrogé sur quand est-ce qu'il allait de nouveau aller sur le tournage, il a expliqué que lui vivait dans la folie du Covid, qu'il vivait dans une propriété de 17 hectares et qu'il avait décidé de ne pas le quitter tant que la pandémie serait pas finie. Donc peut-être petit problème de tournage incoming. Et le deuxième truc, c'est que le manoir de Bruce Wayne donc a été recréé, et il y a les premières photos de tournage qui sont arrivées, et c'est effectivement vraiment le manoir qu'on a pu voir dans les films Batman avec Michael Keaton, qui est entièrement reconstruit.
Je trouve ça très cool et on en sait un tout petit peu plus sur le scénario. Il sera donc le mentor. Il sera donc un vieux Batman et sera le mentor de Flash. Et moi, je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça cool. J'espère juste que du coup le Covid va pas trop retarder les choses. Mais je trouve ça cool. J'ai hâte de voir tout ça. Tu voulais enchaîner, mon cher Kerr, par... Eh bah ouais, parce que... Bah oui, t'as parlé de DC, donc on va rester chez DC avec les conséquences de la sortie de la Snyder Cut. Alors il y a plein de choses qui sont incroyables depuis la sortie de la Snyder Cut. On n'avait pas eu le temps d'en parler. Alors petite info comme ça en vrac, déjà du côté de la Warner, on ne supporte plus l'évocation de la Snyder Cut et surtout un truc parce que là le release Snyder Cut maintenant a été remplacé par Restore the Snyderverse, parce qu'en fait l'idée là des fans c'est de demander à ce que Zack Snyder fasse la suite de Justice League, qui en soi est ma foi une bonne idée, hein. On en avait déjà parlé dans la vidéo critique de Justice League, mais apparemment du côté de la Warner on en a plus que ras-le-bol et vraiment c'est viral au point où la Warner a sorti un trailer 4K de Justice League, mais la version Whedon. Sur YouTube, ils se sont dit tiens, on va faire la pub de la version 4K. Le trailer est très cool, hein, soit dit en passant. Il y a 5K, donc 5000 pouces vers le haut et 191 000 pouces vers le bas au moment où je vous parle. Donc visiblement, il y a un certain rejet de la Whedon Cut. Et tout le monde veut la Snyder, la poursuite du Snyderverse. Et Zack Snyder, alors il travaille même plus avec la Warner. À mon avis, il a complètement tourné la page, puisqu'en fait, dans la promo de la Snyder Cut, quand le film est sorti, dans les heures qui a suivi, Zack Snyder a raconté l'intégralité de ce qu'il voulait faire dans le 2 et dans le 3. Donc du coup là en plus les films s'ils sortent, on connaît déjà l'histoire. D'ailleurs on en avait parlé avec Greg en off. Moi je trouvais que l'histoire était vachement intéressante. Mais voilà, il y a globalement on a appris des trucs qui sont vraiment pas cool autour de Green Lantern, le fait que certaines personnes chez la Warner, d'après la presse américaine, mais en fait c'est Zack Snyder qui l'a dit, hein, je pense que le mec est en mode YOLO total. Il a dit qu'en fait du côté de la Warner il y a certains décideurs qui avaient dit pas de Green Lantern noir, il y a déjà un noir dans le film, c'est Cyborg, on n'en veut pas deux. Ok, mais quittons le Snyderverse et passons maintenant à Superman, parce qu'il y a eu une annonce, c'était le reboot de Man of Steel. Alors au début pas d'infos, on s'est dit, rien, mais les internets se sont enflammés en disant ouais mais il faut que Henry Cavill, qui est vachement bien dans la Snyder Cut, revienne, c'est pas cool et tout. Et puis on n'avait pas plus d'infos, et là on a eu des infos. Alors concrètement ce qu'on sait, c'est que le film va être produit par J.J. Abrams. Voilà, le scénar va être écrit par, je vais massacrer son nom, je suis vraiment désolé parce qu'en plus apparemment il est très connu et moi je ne le connais pas, c'est Ta-Nehisi Coates, qui est un auteur afro-américain qui a fait des œuvres très célèbres, notamment pour tout ce qui est contre la discrimination raciale aux États-Unis, et c'est lui qui va écrire le scénario, et le Superman sera interprété par un acteur noir et réalisé, le film, par un réalisateur noir. Au niveau des rumeurs sur le réalisateur, on a Regina King qui jouait dans Watchmen et qui a fait un film il y a pas longtemps qui était extraordinaire dans Watchmen, qui est annoncé comme possible réalisatrice. On a Shaka King qui a fait le film qui était aux Oscars, Judas and the Black Messiah, avec l'acteur que j'aime beaucoup là, Daniel Kaluuya, qu'on avait vu dans Get Out. Il y a également Barry Jenkins, le réalisateur oscarisé de Moonlight, et aussi Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther. Mais ça risque d'être compliqué pour lui parce qu'il est déjà sur Black Panther 2, donc Wakanda Forever. Et au niveau des acteurs, alors il y a toujours le même qui est cité, c'est Michael B. Jordan, mais ça fait des années qu'on le cite. Il y a John David Washington qui est le fils de Denzel Washington et qui est surtout le héros de Tenet. Il y a John Boyega de Star Wars. Il y a Daniel Kaluuya qui
Je me demande s'il a pas eu un Oscar d'ailleurs. S'il a eu un Oscar pour meilleur second rôle pour Judas and the Black Messiah. Et il y a Régé Jean Page qu'on a vu dans la série Bridgerton de Netflix. Voilà, pour les acteurs qui sont pressentis. Alors là, il y a eu polémique en disant non mais bon, on va pas rentrer dans les polémiques stupides liées à la couleur de peau des acteurs, les modifications d'œuvres et le discours nauséabond d'internet, mais il y a un élément sur lequel les opposants se sont agrippés bec et ongle en disant non mais attendez, chez DC il y a déjà des Superman qui sont noirs, c'est n'importe quoi de garder Clark Kent, sauf qu'en fait il a jamais été question apparemment, si on lit la presse, que ce soit Clark Kent qui soit noir. Moi personnellement j'en ai absolument rien à faire que Clark Kent soit noir, mais là ça sera apparemment Calvin Ellis qui est un Superman noir dans les comics et qui est aussi accessoirement président des États-Unis. Donc ça peut être vachement intéressant d'avoir cette relecture là. Mais moi si je donne mon avis là-dessus, alors tout ce qui est polémique nauséabonde, j'en suis à des années-lumière, donc là-dessus je rentre pas dedans parce que je m'en fous. Mais il y a un truc qui, si on peut, pour moi l'idée de faire un Superman noir est très intéressant. Si on fait un peu comme The Batman avec Pattinson ou Joker avec Joaquin Phoenix, c'est-à-dire des films qui sont à part et qui racontent une autre version sans être liés au DCU qu'on connaît avec Gal Gadot, Jason Momoa, etc. Mais si c'est pour le relier au DCU, je trouve ça dommage. Pourquoi ? Parce que, en effet, Cavill est très bien en Superman, et je trouve qu'il y avait encore énormément de choses à faire avec lui, et je ne comprends pas ce que fait la Warner avec avec Ben Affleck sur Batman, avec Cavill sur Superman. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ils n'ont retenu et ils ne veulent retenir aucune leçon de la Snyder Cut qui est un carton. Ils préfèrent construire autour de films qui ont été d'énormes échecs critiques comme Wonder Woman et relancer des projets qui sont casse-gueule. Je comprends rien. Donc en film standalone comme le Joker, super idée. En film rattaché au DCU, moi je suis un peu déçu. Je suis déçu qu'il n'y ait pas d'avenir pour Henry Cavill en Superman. T'en penses quoi toi, mon cher Greg ? Bah moi j'aimerais bien revoir Henry Cavill en Superman. J'ai la sensation que c'était un peu mort, mais que c'est plus si mort que ça. Voilà, donc j'espère que ce sera le cas. De toutes les manières, d'ici, à un moment, faut qu'il rappelle un peu tout le monde, quoi. Faut qu'ils se remettent d'accord, qu'ils prennent une direction, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire avec HBO Max, que ils ont la plateforme DC qui a été absorbée par HBO Max, ils ont les films qui devaient être un méga univers à la Marvel qui se sont retrouvés éclatés. Il faut qu'ils soignent tout ça parce que quand on voit la cash machine qui est Marvel, il n'y a aucune raison que DC soit en dessous parce que Marvel est plus gros au global, mais Superman reste Batman reste les héros les plus connus et c'est vraiment dommage et très étrange parce que Batman et Flash, Wonder Woman sont tous beaucoup plus connus, populaires et ont plus de potentiel que ne l'avait Iron Man quand il y a eu Iron Man 1 qui est sorti au cinéma. Donc c'est vraiment ce serait trop un gâchis, quoi. J'ai du mal à croire que ça va continuer. Il y a un moment, ils vont... Et surtout que le problème, à chaque fois, a l'air d'être très centrique à Warner, quoi, la manière dont ça a été géré. Donc j'ai envie de dire, on verra bien. Le truc, c'est qu'ils ont la capacité de rebondir, ils ont la capacité de faire des très grandes choses chez Warner. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, ce projet est lancé. Donc on va voir ce que ça va donner. À toi. Bon, et moi, on va terminer sur des news assez mineures, mais voilà, dont je voulais vous parler. La première, c'est Venom 2 et le MCU. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Serkis, donc Gollum, qui était également le réalisateur de l'équipe B sur Le Seigneur des Anneaux. Eh bien, en fait, il est donc le réalisateur de Venom 2 et eh bien en fait il a annoncé que comme rien n'était acté, Venom est dans un univers où
Peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié. En tout cas, ils ne font aucune référence à Spider-Man et ils ont tout fait pour que justement il n'y ait pas de prise de décision quant à un impact du MCU ou pas sur Venom. Donc on sent vraiment que les droits pèsent lourd sur le scénar. Et Spider-Man... Par contre, tu vois dans le trailer de Venom 2, il y a plein de petits easter eggs cachés. Voilà, ils font exprès de mettre des clins d'œil, mais ils font exprès que ça n'ait aucun impact sur les personnages si ça devait être séparé du soir au lendemain. Et ce qui sont exactement les propos de Serkis. Spider-Man No Way Home, même problème de droit. Même problème de droit, à vous de juger. C'est Garfield, donc, qui était l'ancien Amazing Spider-Man, qui est extrêmement teasé sur No Way Home, ou en tout cas faussement leaké comme étant présent avec du coup le nouveau casting et le nouveau Spider-Man. Et en fait, il a encore annoncé que c'était complètement du bullshit, qu'il comprend, enfin qu'il se rend compte à quel point quand un sujet sur Spider-Man il devient trending topic très vite, mais que c'est entièrement bidon et qu'il veut décevoir personne, et c'est pour ça qu'il préfère prévenir que non, il n'y aurait pas les autres Spider-Man dans ce film. Voilà, donc ment-il, ne mentit pas, moi j'ai l'impression que quand on voit le segment qu'il est honnête, mais j'ai envie de dire on verra tout ça très vite. Et je crois que j'ai fini, oui j'ai fini avec mes news, c'est à toi mon cher Kerr. Bah, c'est quand même, je rebondis là sur ta news sur Spider-Man, c'est quand même curieux, ils ont confirmé qu'Octopus de Spider-Man 2, donc avec Tobey Maguire, était présent dans ce film-là. Donc pourquoi est-ce que Tobey Maguire, Andrew Garfield serait pas de la partie non plus? Donc j'ai un peu une raison pour Andrew Garfield, hein, précisément, pour laquelle il n'est pas de la partie. Hein. C'est que Andrew Garfield, Amazing Spider-Man 2, on en parlera sans doute un jour. Tu sais que j'ai commencé à préparer la vidéo. Amazing Spider-Man 2 est aux yeux de beaucoup un échec, alors que c'est commercialement un énorme succès. Et du coup, il n'y a aucune raison viable au fait qu'il n'y a pas de Amazing Spider-Man 3, autre que des problèmes internes chez Sony. Et donc, Andrew Garfield n'est pas là-bas, tout simplement parce qu'il y a un vrai problème avec Andrew Garfield et Sony, et que les équipes n'ont pas une rotation suffisante. Donc, moi, je veux vraiment bien croire que Andrew Garfield n'est pas sur les nouveaux Spider-Man, parce que si Sony n'avait pas de problème avec Andrew Garfield, il y aurait Amazing Spider-Man 3, et il n'y aurait jamais eu le reboot avec le nouveau Spider-Man qui arrive dans le MCU, les nouveaux Far From Home, No Way Home, Homecoming, etc. Bref. Mais parfois, le business avant tout, et peut-être que tout le monde nous ment et qu'il est présent. Mais Andrew Garfield, c'est volontairement coulé, et il y aurait dû avoir un Amazing Spider-Man 3 au vu des résultats du 2, quoi. Eh ben moi je vais terminer avec deux petites news. Il y en a une qui est pas très très importante, mais au niveau de votre organisation de la semaine, ça peut avoir son impact. C'est que la série Loki ne sortira pas le vendredi. Mais sortira le mercredi. Alors il faut s'habituer à ça, puisque du côté de Disney+, on ne sortira pas forcément les nouveautés le vendredi. C'est un essai avec Loki, ça commence le 9 juin. Donc on a gagné techniquement 2 jours, mais c'est pas le même jour de diffusion. Peut-être pour laisser la place tranquille à 2 autres séries oui, j'ai envie de dire phares de Disney+, qui sont actuellement diffusés. Il y a Big Shot, la série de basket, et il y a surtout The Bad Batch, la série animée de Star Wars qui sort le vendredi. Donc Loki débarque le mercredi 9 juin, un épisode par semaine, et puis on va terminer avec un moment historique, mon cher Greg. Je vais vous montrer la toute première. Alors, ça sera historique que si la série devient un phénomène, comme la première l'a été, avec la première image dévoilée dans le monde de House of the Dragon, qui est donc le premier spin-off de Game of Thrones. Sur cette image, on voit donc la princesse Rhaenyra,
Targaryen, ça se voit à ses cheveux, et le prince Daemon Targaryen, qui sont interprétés respectivement, donc la princesse par Emma Darcy, qu'on avait vu dans Truth Seekers, et tu as annoncé dans cette vidéo, et alors la série était vraiment pas terrible, mais je suis quand même déçu que ce soit annulé. On l'a vu dans Truth Seekers, et elle joue bien la dame. Et l'autre, c'est Matt Smith, tout simplement, Matt Smith, Doctor Who, The Crown, que j'avais trouvé excellent également dans Lost River de Ryan Gosling. Donc voilà, et puis au niveau, il y a 2 autres images qui ont été diffusées dans la foulée. Il y en a une où on voit le Sea Snake. Je n'ai le Sea Snake, attendez, je vérifie si c'est bien cet acteur-là. Je fais tout en direct. Oui, c'est Steve Toussaint. Donc c'est Corlys Velaryon. Donc je vous dis pas qui joue dans la série. Je vous laisse la surprise totale. Et enfin, il y a Otto Hightower et Alicent Hightower. Donc interprétés respectivement par Rhys Ifans, qu'on avait vu notamment dans Kung Fu à Notting Hill, et Alicent, c'est Olivia Cook. Olivia Cook est une excellente actrice qu'on avait vue notamment récemment dans Ready Player One. Au niveau du casting, il n'y a pas encore de photo de lui, il y a surtout celui qui va jouer Viserys Targaryen, c'est Paddy Considine, je sais pas comment on dit. Et c'est pas très important, il regarde pas la vidéo, et s'il la regarde, on s'excuse, qui va jouer donc un personnage majeur et qu'on avait vu dans la série The Outsider de HBO. Donc voilà pour la première image. Est-ce que tu as quelques petits frissons devant ces images, mon cher Greg? C'est quand même historique. Peut-être que dans 20 ans, on se dira, mais c'était quoi, c'est la première image de cette série qui a changé notre vie? J'ai hâte de voir le trailer, pour être honnête. En tout cas, il y a un truc, moi, que je me suis fait une remarque. Le casting envoie sévère. Parce que là, c'est que des pointures. Déjà, Olivia Cook, Matt Smith, rien que ces deux-là. Et c'est pas les seuls. Était-ce ta dernière news, mon cher Kerr? Eh ben, on peut toujours en trouver, mais j'ai envie de te dire que oui, c'était ma dernière news. Eh bien, si c'est ton dernier mot, je vais cette fois-ci faire le dernier mot de la vidéo et je vais dire merci à tous les tipeurs qui nous permettent de continuer à financer cette aventure Cult & Click. Merci à vous. Merci également à tous les gens qui juste soutiennent la chaîne et les vidéos en mettant un petit like, des commentaires. La team référencement est toujours présente et ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui sont juste de passage. Voilà, coucou à vous et un de ces 4. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.